Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur la victoire du Barça 5-0, la victoire éclatante. On va faire une analyse et ensuite une FAQ. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer à regarder les petites séquences vidéo, on va comme d'habitude regarder un petit peu la passing network, la pass map des joueurs. À gauche, vous avez la première mi-temps et à droite, la deuxième mi-temps. Donc évidemment, vous remarquez qu'à la deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus que 11 joueurs sur le terrain. Donc, ce qu'ils mettent, c'est aussi ceux qui sont rentrés, tous ceux qui ont joué en fait la deuxième mi-temps. Donc, il y a les changements. On voit Gérard Martin, on voit Pedri, Casado, De Jong au milieu avec... Enfin bref, il y a 50 joueurs. C'est normal. C'est pas ça vraiment qui nous importe. Ce qui nous importe un petit peu de regarder, surtout en première mi-temps, c'est les joueurs qui touchent le plus le ballon, les joueurs de contrôle, on va appeler ça comme ça, avec évidemment les deux centraux, Pau Cubarsí, Eric Garcia qui touche beaucoup de ballons, qui ressortent la balle et qui nous apportent ce contrôle de ballon, cette maîtrise dans le jeu. Depuis déjà la défense et le double pivot Frenkie de Jong et Pedri. On va appeler ça un double pivot, oui, parce qu'ils étaient quand même plus ou moins au même niveau pendant tout le match. Donc vraiment beaucoup de contrôle avec Koundé aussi, évidemment, qui est plus, où le jeu passe un peu plus par Koundé que par Baldé, qui est plus un accélérateur de jeu, même si on va voir que la qualité de passe de Baldé hier, elle était plutôt pas mal. Donc beaucoup de contrôle à la base du jeu. Un bloc très très haut évidemment, avec un bloc assez regroupé et assez bas de balance, bon on le voit pas là mais on le verra en vidéo, et des joueurs comme Rafinha, Fermin, Lamine qui sont le deuxième rideau on va dire, et tout en haut là-bas Ferran Torres. Donc là Ferran Torres il a joué un petit peu moins haut en deuxième mi-temps, peut-être que les autres ont joué plus haut, je ne sais pas, on voit Fermin Lopez très très haut, enfin très très haut, disons plus haut que par exemple l'était Rafinha en première mi-temps, quand Fermin est passé au poste de Rafinha. Mais bref, moi ce qui m'intéresse ici c'est de voir la hauteur de Ferran Torres par rapport à une certaine hauteur de Lewandowski quand Lewandowski joue. On se souvient d'un Lewandowski qui touche très peu de ballons. Là, on voit pour le coup un trait en direction de Ferran Torres, ce qui est quand même assez rare. Là, il n'y en a pas trop, je crois d'ailleurs. C'est assez rare de voir ça parce que quand Lewandowski, on le voit, généralement, il y a un rond autour de Lewandowski, mais il n'y a pas forcément de trait, il n'y a pas forcément de lien avec beaucoup de passes, on va dire, entre les milieux et Lewandowski. Et ce qu'on voit surtout, c'est un Ferran Torres très très haut qui t'apporte justement, tout ça image un petit peu la profondeur que Ferran Torres peut prendre sur le terrain. Au contraire d'un Lewandowski qui va plus venir chercher le ballon dans les pieds, qui va ralentir le jeu. Ferran Torres est quand même capable d'aller chercher le ballon dans les pieds sans forcément ralentir le jeu, mais en plus de ça, il prend énormément la profondeur. Et on va voir là, c'est un petit peu toute la différence entre on va parler de profil, on va pas parler de joueur. Je vais pas vous dire que Ferran Torres est un meilleur joueur que Lewandowski. Bon, ça peut se discuter à l'instant T, mais ce que je veux dire, c'est surtout en termes de profil de joueur et en termes d'apport aussi. De la différence entre avoir un Ferran Torres en attaque et un Lewandowski en attaque, eh bien, tu as deux profils différents. Ferran Torres va être un joueur plus de profondeur, plus un joueur qui va bouger partout, t'offrir des solutions. Et si jamais il faut venir jouer en une touche de balle, il va essayer quand même de le faire. C'est pas non plus dégueulasse. Au contraire d'un Lewandowski qui va t'apporter moins cette profondeur, qui va moins bouger, moins faire les appels, moins libérer ses coéquipiers du coup. Et quand il va venir chercher le ballon, il va avoir tendance à ralentir un petit peu le jeu du Barça. Première séquence, au bout de 2 minutes, déjà le match avait démarré assez fort. Niveau intensité, on avait une grosse intensité de la part de Valence. Ça a duré peut-être 2 minutes pour le coup. Mais en tout cas, les 2 premières minutes, Valence nous pressait très haut, était assez agressif, tout ça. Et puis après, on a marqué rapidement et on a senti un Valence mentalement qui a abandonné au bout de 2 minutes, quoi. Vraiment, c'était assez triste à voir. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a un pressing assez agressif de la part du Barça. On voit Ferran Torres ici qui reste au niveau des deux milieux de terrain, il reste un petit peu entre les deux. Les deux milieux de terrain sont très bas, donc évidemment le gardien, c'est un gros risque s'il sort sur un des deux milieux. Il pourrait le faire peut-être, s'il y a la place, disons celui-là. Mais c'est prendre un risque de voir Rafinha qui est quand même un gros joueur dans le pressing, un joueur très très agressif. Et même Ferran Torres qui est assez agressif aussi dans le pressing, disons qu'il va y aller assez rapidement sur le joueur. Donc ça serait prendre un gros risque. Il y a la solution aussi de passer par-dessus Rafinha ici, à voir si le gardien est assez à l'aise balle au pied. Mais ce qu'on a, c'est un pressing de Rafinha qui part de l'extérieur, donc qui bloque la passe facile, on va dire, pour ce défenseur-là. Et Lamine Yamal aussi qui part du côté pour obliger justement le gardien à jouer en face de lui et de pas jouer sur le côté.
côté. Donc soit il joue en face, il joue au sol sur les deux milieux de terrain, passe très risqué, soit il dégage le ballon, c'est ce qu'il va faire tout simplement, et c'est là qu'on va récupérer le ballon. Donc vraiment un pressing assez intéressant déjà, qui part des attaquants, mais souvent on a Lamine Yamal et Rafinha, les deux ailiers qui viennent presser les deux centraux et qui finissent par presser le gardien directement. On accélère un petit peu, on a passé 30 secondes et on voit ici Cubarsí qui a le ballon, qui regarde loin, diagonale, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Fermin Lopez qui fait son appel. Bon, petit détail, mais on verra que ça aura son importance tout à l'heure, parce que Fermin va faire exactement le même appel et va marquer un beau but sur une belle passe de Pedri, évidemment. Donc là, ce qu'on a, c'est Cubarsí qui va jouer sur De Jong. Il y a un pressing de Valence, bon, il n'est pas très ordonné, on va dire. On a l'ailier qui sort, qui presse de base Baldé, et après qui va sortir sur Cubarsí. Cubarsí qui va jouer sur De Jong, De Jong va pouvoir jouer sur Baldé, du coup qui est libre. Vraiment un pressing qui est pas très ordonné. Ils sont assez compacts Valence, mais dès qu'il y en a un qui sort de faire le pressing, derrière ça suit pas, et du coup ça offre des espaces assez faciles pour le Barça. Ici la passe, on sait que Cubarsí et Eric Garcia, les passes, c'est pas très compliqué pour eux. Ils sont assez à l'aise dans ce domaine-là. Le pressing ici, on va avoir le joueur qui tient Pedri, mais du coup qui est un petit peu obligé de sortir sur Frenkie vite fait. Et il a même pas le temps de sortir, que de toute façon, De Jong, il va servir Baldé ici. Et qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a déjà Rafinha qui est pour le coup un petit peu sur le côté, même si hier il a joué très axial. On l'a un petit peu sur le côté et on a Ferran ici en pointe. On avance encore un petit peu et là on a Baldé qui est complètement sur le côté. Et franchement, je tiens à souligner cette passe parce qu'elle est magnifique. C'est une passe magnifiquement incroyable. Merci Baldé de m'offrir ça. Enfin, de l'offrir à Ferran en l'occurrence. Mais franchement, c'est ce genre de passe-là pas que j'attendais, mais justement, ça fait énormément plaisir de voir Baldé faire ce genre de passe parce que on sait que c'est un petit peu son point faible. Que ça soit déjà sa lecture de jeu, sa vista, on va dire, qui lui fait un petit peu défaut. On va dire c'est un joueur plus qui va essayer d'être dans la percussion, mais collectivement c'est pas un joueur qui va te fluidifier le jeu. C'est pas un joueur comme ça. C'est pas comme Jordi Alba à l'époque qui, même s'il avait son accélération, il pouvait participer au jeu et te faire des passes intéressantes. Baldé c'est plus un mec qui va prendre la vitesse, qui va essayer de prendre de vitesse dans son couloir, qui va faire des traversées, des chevauchées incroyables sur le terrain, mais disons que les passes, c'est pas son point fort. Et cette passe-là, elle est magnifique. L'appel de Ferran, déjà, dans le dos du défenseur central ici. Il y a le défenseur de base ici, lui, là, le défenseur gauche qui prévient, il tend le bras pour dire à son autre défenseur que ça part dans son dos. Donc l'autre, il démarre, mais bon, ils sont un peu lourds. Surtout lui, là. Il est assez lourd à démarrer et Ferran peut accélérer et il est un peu plus vif, il va le prendre de vitesse. Et que dire de la passe? Comme je l'ai dit, la passe fait tout, hein. Franchement, l'appel est évidemment, bon, il y a toujours un appel intéressant, mais la passe de Baldé, elle est magnifique. Franchement, si Baldé commence à faire des passes comme ça, les amis, ouais, il peut devenir un joueur monumental, franchement, hein. Si ce genre de passe-là, il commence à l'intégrer dans son jeu, des passes qui sont possibles et qui peut tenter de temps en temps, et les réussir surtout, parce qu'elle est dosée, elle est parfaite. Et s'il fait ce genre de passe-là, franchement, ça peut devenir un latéral monumental. Je le pense sincèrement. Mais ça m'étonne de voir Baldé faire une passe comme ça, mais je suis très content de voir ça. Donc la passe, elle arrive parfaitement sur Ferran qui va pouvoir ouvrir son pied et tromper le gardien. Ça fait 1-0 très rapidement dans le match et tu sens que déjà le Barça a posé sa clim. Valence a déjà abandonné le match au bout de 2 minutes 30, c'est triste. Séquence du deuxième but cette fois-ci, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Une équipe qui correspond parfaitement à son coach, un jeu très direct, très vertical avec des profils de joueurs qui sont justement très directs et très verticaux. On a ici dans l'axe Ferran Torres, Rafinha et Fermin Lopez, 3 joueurs qui sont des joueurs de profondeur aussi, qui sont des joueurs évidemment très directs, très verticaux, balle au pied, mais qui sont des joueurs aussi qui font énormément d'appels dans la profondeur, et ce qui est généralement un poison pour la défense, pour les défenses adverses, surtout quand t'as un Pedri à la baguette qui peut te donner des caviars de fou malade. Donc qu'est-ce qu'on a au départ de l'action? On a un Rafinha un petit peu plus axial. Comme je l'ai dit juste avant, Rafinha était très axial hier, avec un Ferran qui s'adaptait, on va dire. Là pour le coup il s'est bien adapté, et il va faire un appel ici dans cette zone-là pour attirer le défenseur central droit. Et on a Rafinha qui va partir entre les deux défenseurs centraux. Sachant qu'on a aussi Fermin Lopez ici qui peut partir dans l'autre côté. Et de l'autre côté, on a Lamine Yamal, à mon avis, qui écarte un petit peu parce qu'on voit même pas le latéral gauche. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique passe de Pedri de l'extérieur. Vous avez vu les 2 appels qui sont déclenchés. On a Ferran qui part dans cette zone-là et qui attire le défenseur. Le défenseur est obligé de le suivre. Réflexe.
Il a dans son dos, Rafinha il le voit pas concrètement, donc il est obligé de toute façon de couvrir la passe pour Ferran Torres. Et on a Rafinha qui part, qui a vraiment de l'avance par rapport à ce défenseur. Ici, les deux qui déclenchent leurs appels, avec la passe extérieure du pied de Pedri, s'il vous plaît, c'est incroyable. Bref, donc Rafinha a pris de l'avance sur le défenseur central, il va pouvoir faire son contrôle, hop, extérieur du pied, et là il a le choix entre justement Fermin qui est dans cette zone, qui n'a pas forcément fait l'appel du coup dans la profondeur, il n'y a que Ferran et Rafinha, et Fermin qui va attaquer cette zone là à l'entrée de la surface. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça donne que là on a le latéral gauche qui soit fait le choix de garder Lamine Yamal et d'empêcher donc la passe on va dire de Rafinha sur Lamine Yamal dans la profondeur dans cette zone qui pourrait être très dangereux, soit il va refermer sur Fermin parce que là Fermin il n'y a personne sur lui, donc on voit lui le latéral il peut pas totalement suivre Lamine Yamal, tu vois, il est obligé un peu de resserrer, il est un petit peu le comment on dit, il est entre deux chaises quoi, vous voyez ce que je veux dire, en l'occurrence entre Lamine Yamal et Fermin, donc il court vers Rafinha pour essayer de fermer cet espace là, mais c'est compliqué. Là, on a une défense de Valence qui est aux abois parce que y a Rafinha, il y a Fermin qui est seul et Lamine Yamal qui est seul. Donc la solution, Rafinha, il va la trouver assez facilement. Il va servir Lamine Yamal. La passe, elle est magnifique aussi. Encore une fois, il aurait pu servir Fermin et tout ça. Mais bon, après, c'était un peu tard. Il a patienté. Il voulait la donner de toute façon à Lamine. Le choix est très bon. Lamine Yamal qui a la cage, elle est ouverte ici. Il va faire le bon choix franchement parce que moi sur le coup je croyais qu'il avait tiré sur le poteau en direct, mais en revoyant les images, eh bien c'est le gardien qui l'arrête. Le gardien qui fait l'arrêt qu'il faut parce que Lamine il y va direct, il y va pour frapper. Il choisit de, on va dire, prendre de vitesse le gardien, ne pas lui donner le temps de resserrer premier poteau. Et il veut tirer directement dans ce petit angle là. Le choix est le bon et franchement il le dévie juste du pied, juste s'il faut. Il aurait pu avec un petit peu de chance, voilà, ça aurait fait un but en plus pour Lamine Yamal, dommage pour lui. Mais le destin était tout autre. Ferran Torres, El Tiburon, devait mettre un triplé hier soir contre Valence. Et c'est ce qu'il a fait, voilà, il reprend bien le ballon, ça fait 2-0. C'est magnifique. On va revoir juste ce plan là. On va avoir l'angle de passe pour Pedri, mais surtout sur cet angle, on voit toute la défense qui est pas très bien alignée déjà, la défense de Valence, mais bon bref. Et on voit surtout les deux appels qui vont se déclencher de Ferran Torres et Rafinha ici. Regardez bien la vitesse des appels. Bam. Et vous voyez les appels dans deux directions différentes. L'appel de Ferran et l'appel de Rafinha, instantanément, les deux partent en même temps, dans deux directions différentes. Et ça, c'est un poison pour les défenses. Parce que déjà que la défense de Valence, on peut pas dire qu'elle soit très performante, au vu des matchs contre nous en tout cas. Plus de ça, c'est compliqué de défendre là-dessus. Puis après, on a la passe de Pedri. À la limite du hors-jeu, comme je l'ai dit, hein, le défenseur ici qui couvre vraiment Ferran Torres. Donc il prend vraiment de la marge et en fait, il se rend pas compte, mais il couvre. Et on a le défenseur ici, on a l'impression qu'il essaie un peu de s'aligner, mais en vrai, c'est dommage parce que, c'est dommage pour eux. C'est pas très bien aligné du coup. C'est très mal joué de la part de Valence. Et Rafinha est totalement couvert du coup. Et la passe de Pedri, c'est incroyable aussi. Séquence du troisième but ici. Bon, là c'est pas très compliqué l'analyse. Hein. On voit déjà de base Fermin qui part déjà du couloir droit pour partir dans le dos du défenseur. Ici, on a un défenseur très concentré aussi qui est concentré du coup sur Ferran Torres parce qu'il y avait beaucoup d'appels dans la profondeur, beaucoup d'appels axial de la part de Ferran dans le dos de la défense. Donc il est concentré devant lui, le jeu est concentré de ce côté-là, de son côté droit à lui, au défenseur. Donc il voit pas forcément que ça part dans son dos, même s'il va le voir, mais enfin je suis même pas sûr qu'il le voit. Mais bon, il y a Fermin qui fait son appel pendant 3 heures, il est là, appel de phare, tend son bras, vas-y. Donc au bout d'un moment, Pedri, il fait un caviar total. Donc le défenseur, lui, il a senti l'appel dans son dos, j'imagine. Il a vu la passe de Pedri qui se déclenchait, mais c'est déjà trop tard. Il y a déjà la passe, elle est parfaite. Total caviar de la part de Pedri. Elle arrive dans la zone où, justement, plus ici dans la zone, dans le dos de ce défenseur-là, limite. Et là, le défenseur central, il part en retard forcément, parce que Fermin, lui, il a déjà fait son appel. Donc il a forcément de l'avance. Fermin qui va bien jouer le coup aussi, qui va dribbler le gardien. Parce que pas évident, le rebond juste avant lui. Il peut pas se contrôler la balle, il est obligé de la laisser rebondir. Et il y a le gardien qui sort de sa cage. Pas évident comme je l'ai dit, mais la petite touchette là pour esquiver le gardien et après il va mettre son plat du pied du gauche tranquillement dans les cages. Donc l'appel il est parfait, la passe aussi c'est magnifique. On voit encore de cet angle là, avant même que Pedri touche le ballon. Regardez là le joueur, le latéral gauche de Valence, il a Lamine Yamal qui est carrément arrêté, il a les mains tranquille. On a le latéral gauche qui a 2 joueurs sur lui. Je sais pas pourquoi vraiment à la base de l'action, pourquoi Fermin se retrouve là. Il s'est fait un petit peu oublier, ça a fonctionné. Et on voit qu'il fait son appel vraiment, on va accélérer, mais vous voyez, la course,
Il fait sa course pendant 3 heures. Et au dernier moment, et encore il s'aligne là, et encore une fois, hein, le défenseur là, ici, catastrophique l'alignement. Il aurait pu même avoir un peu plus de marge sur le défenseur ici, parce que le défenseur là, c'est une catastrophe. Et voyez à quel point un défenseur qui ne sait pas défendre, disons quand je dis en avançant, c'est plutôt qui a peur de, voyez, les petits pas en arrière du défenseur ici là, c'est qu'il a pas envie de jouer le hors-jeu, il préfère garder une marge de 1 mètre, on va dire, une sorte d'avance sur le joueur, pour si jamais il est pris de vitesse, bah il a le temps d'intervenir quand même, il a toujours cet avantage là sur l'attaquant. Et quand je vous dis que c'est comme ça que défend Ronald, c'est que c'est vraiment comme ça que défend Ronald, tu vois, c'est un peu la comparaison. Non pas que Ronald s'aligne aussi mal que lui, je ne sais pas, je vous laisse en juger, mais en tout cas, c'est cette manière-là de défendre dont je parlais de la part de Ronald. Vous voyez les petits pas en arrière, catastrophique. Concrètement, le latéral, il est là. La défense, elle a juste à s'aligner, à faire 2 pas en avant. Tous les défenseurs, là, le latéral gauche et les 2 centraux, et les mecs, là, ils sont tous les 3 hors jeu. Lamine, Ferran, hors jeu. Et Pedri ne peut pas faire sa passe. Tout le monde ne peut pas jouer le hors-jeu comme le Barça, évidemment. Séquence du 4e but. Encore un but un petit peu... C'est toujours un petit peu les mêmes buts. Là, on va voir Pedri. Encore une fois, une passe pour Rafinha. Encore une fois, une remise de la part de Rafinha qui prend la profondeur, qui contrôle, qui joue une sorte de... comme un pivot. Un petit peu, Rafinha. C'était assez marrant de le voir jouer ce poste-là. Mais comme quoi, hein, Rafinha peut jouer. Il y avait des gens qui me posaient des questions dans la dernière FAQ. Est-ce que Rafinha pourrait jouer 9 ? Eh bien écoutez, il a un peu joué ce poste-là hier contre Valence avec vraiment un Ferran et un Rafinha vraiment comme 2 attaquants. Et les deux s'échangeaient un petit peu leur poste. On va dire que des fois c'est Ferran qui était le plus avancé en tant que 9 et des fois c'était Rafinha et qui pouvait jouer un petit peu, pas forcément dos au but parce que là c'est pas vraiment dos au but mais il fait son appel dans la profondeur et puis après il est là comme pivot pour servir un petit peu en retrait. Ce qui va se passer ici avec un ballon rapidement joué hop, de Frenkie pour Pedri. Ici, question a encore une défense de Valence qui recule, qui a peur de se faire prendre dans le dos. Bon, c'est arrivé 3 fois, donc au bout d'un moment, c'est normal d'avoir peur, j'imagine. On joue à peine la 30e minute et il y a déjà 3-0. Il va y avoir 4. Forcément, c'est une situation assez complexe pour eux de gérer ça, avec des supporters qui sont déjà en train de quitter le stade. Difficile la vie. C'est pas facile pour tout le monde. Et donc là, Rafinha qui fait son appel dans la profondeur. Pedri qui l'a vu, la passe encore une fois, un caviar de Pedri. Bon, voilà, on est habitué, mais bon. Tout à l'heure, il était côté gauche. Il a fait un extérieur du droit pour Rafinha. Cette fois-ci, il est côté droit. Il fait un intérieur du pied. Encore une fois pour Rafinha. La balle, elle est parfaite. Le défenseur peut pas la jouer. En plus, il y a un petit effet. Et par rapport à ce petit effet-là, on dirait que le défenseur, il est trompé. Il fait sa course dans cette direction, comme si le ballon allait arriver droit dans cette zone-là. Et en fait, elle fait un effet. Et du coup, court vers là. Mais après, il revient. Enfin bref, il est un peu trompé par l'effet Pedri. Oui. C'est un peu l'effet Pedri. Donc Rafinha qui joue en retrait, hop, en une touche pour Ferran. Le contrôle est pas forcément très bon de la part de Ferran. Je sais pas s'il fait exprès de la garder pour lui ici ou alors s'il veut pas se l'emmener ici parce que dans cette zone là il y a personne, mais du coup il prend un petit peu à contre-pied le défenseur ici. Le défenseur qui est un peu lourd, hein, donc forcément difficile si t'as un joueur devant toi qui est un petit peu plus vif, qui va changer de direction assez rapidement, bah tu vas forcément être en retard souvent, tu vas mettre plus de temps à faire tes mouvements logiques. Et Ferran qui finit parfaitement, franchement là, chirurgical le bordel. Franchement on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il y a de quoi se poser des questions aussi. Hein. Est-ce que Ferran Torres va avoir le ballon d'or? Non, mais plus sérieusement, se poser la question de savoir est-ce que Flick est un magicien? Parce que, bon, après Ferran Torres, pas son premier triplé, mais quand même, cette saison, on sent que Ferran Torres, potentiellement, il peut peut-être avoir un rôle un peu plus important dans cette équipe. Après, c'est pas faute de l'avoir dit, Ferran Torres, ça reste un joueur qui peut être intéressant, j'en ai déjà parlé. Maintenant, c'est vrai que depuis Chelo Barça, il a pas prouvé qu'il pouvait vraiment être un joueur intéressant. Enfin, même si, forcément, personnellement, moi, quand il est arrivé, je faisais justement des analyses, tous ces appels de balles et tout comme ça, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça utile à l'équipe. Mais il y avait toujours cette technique, cette approximation dans les contrôles, dans les frappes. On a vu beaucoup de ratés de la part de Ferran Torres, beaucoup de choses comme ça. Et donc forcément, on s'est dit, Ferran Torres, c'est un joueur médiocre, tout ça. Et au final, pas forcément. Ferran Torres, ça reste quand même un joueur qui a des qualités, même s'il a quand même pas mal de défauts, on le sait. Mais voilà. Regardez Rafinha, j'en ai parlé hier dans le débrief après le match, ou même dans le live, je sais plus, je crois qu'on en a parlé dans le live. Mais Rafinha, c'est vrai qu'il fut un temps, il loupait quand même beaucoup de choses, beaucoup de contrôles. Il était assez brouillon dans ses contrôles et dans ses tirs. Au début où il est arrivé au Barça, même s'il il apportait de bonnes choses, il était bon, mais on se rappelle quand même d'un moment où Rafinha, absolument
tout le monde quasiment voulait vendre Rafinha. Tout le monde voulait vendre Rafinha parce que il n'était pas au niveau, parce que il ratait beaucoup d'occasions, parce que ce n'était pas assez ce qu'il montrait. Et je pense que à l'heure actuelle, plus personne ne veut vendre Rafinha parce que il est monumental. Donc, c'est quoi la suite pour Ferran Torres? Est-ce qu'il va devenir monumental? Je ne sais pas. C'est tout ce que je lui souhaite. Et c'est tout ce que je souhaite au Barça parce que ça apportera du coup à l'équipe. Mais bon, la finition, comme je l'ai dit, chirurgicale, il se pose même pas de questions, il croise la frappe. On dirait le gars, on dirait qu'il y a zéro doute en fait dans la tête de Ferran. Ça qui est impressionnant. Il a zéro doute. Il fait son contrôle, il croise la frappe, but. Voilà, j'ai mis un triplé. T'es pas content, triplé. Genre. C'est la transformation est pas mal. Dernier but et dernière donc séquence d'analyse. Bon, alors le but en soi de Lamine, il est sympa, il est un peu dévié, un peu chanceux, tout ça, mais c'est pas forcément la frappe de Lamine en soi qui m'intéresse. Mais au départ de l'action, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est Eric Garcia, c'est Ferran Torres, c'est Rafinha, c'est... Bref. Ici, on a concrètement 4 attaquants, quoi. On a Lamine, on a Ferran, on a Rafinha et on a Fermin ici. On a du 1 pour 1. Fermin qui est avec son latéral, Rafinha qui est avec le défenseur central, Ferran qui est avec l'autre, et Lamine qui est avec le latéral gauche. On a une ligne de 4 assez resserrée de Valence devant ici. Donc entre les lignes, entre la ligne du milieu de terrain et la ligne de défense, on a 4 joueurs du Barça. Et ici, on a un attaquant de Valence pour tout le reste de l'équipe, quoi, les 5 joueurs. On doit avoir le latéral aussi en bas, mais on ne le voit pas. Il doit manquer un joueur de Valence, je sais pas où il est. Je crois que Valence était passé à 5 derrière. En fait, il y a un autre joueur en bas qui est sur Gérard Martin. Mais ce qui m'intéresse donc ici, ça va être la passe déjà de Garcia. Comme quoi, je vous ai déjà dit... Comme quoi c'est important d'avoir des défenseurs qui savent relancer, qui savent surtout casser des lignes par la passe. Parce que quand tu as une situation comme ça, c'est quoi ton choix de passe? Oui, tu peux donner la balle à Koundé, et Koundé peut servir Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, s'il est enfermé, il peut resservir Koundé, Koundé peut resservir Garcia, Garcia, Inigo, et on fait le tour du bloc comme ça. Mais ça, c'est un jeu assez stérile qui n'est pas forcément très intéressant. Et ce que va faire Garcia là, c'est tout simplement... En une passe de Garcia, avec sa rapidité d'exécution, le timing de sa passe, la qualité de la passe aussi, elle est assez forte, mais pas trop non plus pour que Ferran puisse contrôler facilement. Et en une seule passe, il a cassé déjà... L'attaquant ne pressait pas forcément, mais il a cassé la ligne de pressing qui était assez compacte du milieu. Et du coup, on a Ferran ici qui va se retrouver face au jeu. Et on a quasiment 1 pour 1. Comme on l'a dit, ici un joueur, ici un joueur, ici un joueur, ici un joueur. Et on a Gérard Martin avec un autre latéral qui va venir défendre. Ferran qui fait son contrôle, qui peut se retourner directement. Quand il y a la passe de Garcia, on a vu direct l'appel de Rafinha surtout et de Fermin pour attaquer, on va dire, la défense. Ça fait reculer les défenseurs qui regardez lui, il a fait que de courir vers ses cages à chaque fois. Il avait un petit peu peur de Rafinha. Ce que je comprends aussi, Ferran qui va faire la passe à Rafinha, qui va s'écarter directement du défenseur ici, qui va se mettre un petit peu dans cet espace là. Bon, on avance un petit peu, il n'est pas du tout attaqué. Les défenseurs, ils ont vraiment peur. C'est une catastrophe. Concrètement, il y a plus trop d'agressivité. Enfin, les défenseurs, en tout cas, ils n'osent pas sortir sur Rafinha. Il peut avancer tranquillement, s'engouffrer un petit peu comme ça dans la surface pour servir la mine. Donc, il a attiré à lui seul. Regardez le nombre de joueurs qu'il y a sur Rafinha. Autour de Rafinha, il y a 5 joueurs. Si on compte lui, 4 joueurs, mais bon, c'est abusé. Rafinha, il n'est pas attaqué, il s'engouffre dans la surface, et au bout d'un moment, quand même, il y a tout le monde qui resserre sur lui, et donc c'est à ce moment-là qu'il sert la mine qui est complètement seul, qui est resté à l'entrée de la surface. Là, il va avoir une petite chance, parce que franchement, si la frappe, elle n'est pas contrée, le gardien, je pense qu'il arrête, parce que c'est une petite frappe à ras de terre, elle n'est pas très puissante. Le gardien, il va pour la ramasser tranquillement, sauf qu'elle est déviée au dernier moment par le défenseur, dans ses propres cages. C'est un petit peu un but de gag, on va dire, mais bon, après, c'est mérité, et puis voilà, pauvre défenseur de Valence, pendant tout le match, ils ont pris l'eau, et voilà. Mais ce qui m'intéressait là, c'est surtout là, vous voyez, vous avez vu la passe de Garcia, très intéressante, le jeu assez direct aussi de la part de Ferran Torres, qui contrôle orienté, quoi, il se retourne en même temps qu'il contrôle, il sert directement Rafinha qui avait déjà fait son appel aussi, donc un jeu très vertical, un jeu très direct, des cassages de lignes, des passes intéressantes, des appels dans la profondeur, un jeu made in flic, si je puis dire. Passons maintenant à la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon Instagram comme d'habitude après les matchs. Je vous remercie de cette attention, ça me fait chaud au cœur. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions évidemment, sinon ça ferait trop. Vidéo beaucoup trop longue, mais je vais essayer de sélectionner un maximum de questions possibles et d'y répondre le plus honnêtement. Total freestyle comme d'habitude, vous l'aurez compris. On commence avec Gerbi Mamou qui dit: tu nous as manqué Inigo. Effectivement, oui, Inigo.
tu nous as manqué. Avec un cœur en plus, c'est joli, c'est mignon. C'est vrai qu'Inigo, il nous a manqué. Il est de retour petit à petit et j'espère qu'il reviendra en forme. On va avoir besoin de lui. On a besoin de défenseurs comme ça qui font les différences aussi. On l'a vu dans l'analyse justement avec un Koubarsi ou même un Eric Garcia qui t'apporte ce jeu, cette qualité de passe depuis l'arrière. Et puis en plus, Inigo, ce n'est pas que une qualité de passe, c'est aussi un guerrier quand même dans l'attitude, dans l'agressivité, dans le mental. C'est un mec qui apporte beaucoup à cette équipe et très heureux qu'il soit de retour. Ensuite, on a la frite qui dit propagande Ferran Torres Ballon d'Or. Et si c'était le moment de démarrer cette propagande? Je sais que beaucoup veulent voir Rafinha, mais pourquoi pas Ferran Torres Ballon d'Or? Ça ferait plaisir à Yanis en plus. Yanis il dit que Rafinha combine trop bien avec Lamine Yamal, avec Pedri, oui, avec Ferran Torres aussi. On l'a vu hier soir. Mais ouais, ça combine très bien entre Rafinha et Lamine Yamal maintenant. C'est pas ça qui me saute le plus aux yeux, c'est pas vraiment cette combinaison, parce qu'il n'y en a pas forcément de combinaison. Il y a des relations entre les joueurs, comme les passes de Pedri par exemple pour Rafinha, mais ça veut pas dire que Rafinha et Pedri combinent bien. Enfin, moi j'appelle pas ça combiner concrètement, j'appelle plutôt ça avoir un bon feeling entre les deux. Mais ce qu'on voit surtout, moi, ce qui me saute surtout aux yeux, c'est la variété dans le jeu de cette équipe-là du Barça et cette qualité pour être constamment dangereux en fait. Peu importe le joueur, peu importe que ça soit Rafinha, peu importe que ça soit Ferran Torres, t'as des joueurs qui t'apportent énormément de danger. On a vu le Barça éclater encore une fois Valence 5-0 alors que concrètement si on veut mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, je dirais pas que Lewandowski en ce moment est un meilleur joueur, mais statistiquement parlant, Lewandowski est notre meilleur buteur et pourtant il est pas là hier et on met 5-0 à Valence, tu vois. Et pareil quand on a mis 7-1 à Valence, Lewandowski n'était pas sur le terrain. En tout cas pas titulaire. Tu n'as pas Dani Olmo non plus. Dani Olmo qui est un joueur qui t'apporte énormément en termes de danger sur les équipes adverses, dans les défenses, tout ça. Et au final, il n'était pas titulaire. Et encore une fois, tu arrives à t'en sortir et à mettre 5-0. Donc on a vraiment des joueurs comme Fermin par exemple, comme Ferran Torres qui ont tendance à apporter offensivement aussi. On l'a vu avec Baldé aussi hier. On a vu Eric Garcia aussi dans son jeu pour sortir les ballons. On a des joueurs comme ça, Garcia, Ferran Torres, Fermin, c'est pas des joueurs titulaires de ton équipe. Et c'est ça que je trouve extraordinaire aussi dans cette équipe du Barça cette saison. Ensuite, on a Marlon qui dit même un match comme ça, Ansu peut pas jouer. Ansu n'était pas convoqué, donc il ne pouvait pas rentrer sur le terrain, qu'on gagne 5 ou 18-0. Concrètement, il n'était pas convoqué, quoi. Et s'il n'est pas convoqué, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que le coach ne compte absolument pas sur lui. Ensuite, on a Amine qui dit « Écrit Ferran Torres n'est pas nul 100 fois, c'est ma punition. » Leçon de foot à tous les niveaux ce soir. Tu es puni, Amine. Effectivement. Toi qui... tu n'as plus le droit d'écrire Ferran Torres. C'est fini pour toi, il faut que tu écrives Ferran Torres. Même que tu écrives Ferran Torres le GOAT. C'est ta punition. Non mais ça fait plaisir. Comme je l'ai dit juste avant, ça fait plaisir de voir des mecs comme Eric Garcia ou même comme Ferran Torres qui sont des joueurs qui ont été tant décriés. Ça fait plaisir pour eux aussi de voir qu'ils arrivent à se mettre en valeur dans cette équipe et qu'ils puissent aussi participer à ce genre de match, à ce genre de victoire et être important aussi. Au final, quand tu vois Eric Garcia, tu te dis il a potentiellement, alors peut-être pas dans tous les matchs et peut-être pas, je dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire indiscutable, mais dans des matchs comme ça, même Valence, où ça peut être un match d'un certain prestige, quart de finale de Coupe d'Espagne contre Valence, tu te dis, sur le papier, tu te dis, quand tu regardes le match, c'est trop facile limite, mais sur le papier, tu te dis, c'est un gros match. Et même dans un match comme ça, Eric Garcia peut prétendre à être titulaire et Ferran Torres aussi, et à être des joueurs décisifs de ce match-là. Donc moi ça me fait plaisir pour eux, tout simplement. Je suis pas forcément un grand fan ni de Ferran Torres ni d'Eric Garcia, mais je trouve que les joueurs comme ça, qui ont beaucoup été critiqués et qui ont pris cher quand même, Ferran Torres a pris énormément cher depuis qu'il est au Barça, de là à aller voir un psy et tout ça, à bloquer les commentaires sur ses réseaux sociaux pour pas qu'on le harcèle, qu'on l'insulte, tout ça, et réussir des matchs comme ça, mettre un triplé et être en forme et aider son équipe, je trouve que c'est la meilleure des récompenses pour le joueur de toute façon. Donc je suis content. Et on a Suo qui dit justement très intéressant, très logique du coup par rapport, c'est un peu à la suite de ce que j'étais en train de dire, mais c'est ça, qui dit donc les remplaçants reviennent au niveau, on peut faire plus de rotation. C'est ça aussi qui est intéressant avec un mec comme Eric Garcia et Ferran Torres en l'occurrence qui sont des remplaçants, même Fermin. Fermin, son début de saison était pas ouf. Concrètement, on savait, on avait dit, quand tu vois le football de Flick et quand tu vois le profil de Fermin, c'était ce style de joueur-là où tu te disais, ça peut être intéressant, tu vois. Flick, il va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ce genre de joueur. Pour le début de saison, c'était pas incroyable. Fermin qui avait été blessé, qui avait fait beaucoup de matchs, qui avait été appelé à la sélection, qui avait fait l'Euro, même s'il a pas fait beaucoup de matchs, mais il avait quand même été appelé avec la sélection pour l'Euro. Ensuite, il est parti pour les JO, donc il a pas pu faire la préparation avec le Barça.
il est arrivé blessé, en tout cas il s'est blessé rapidement, donc il avait peut-être un petit peu perdu cette confiance aussi en lui. Quand un joueur il enchaîne un petit peu quelques mauvais matchs, surtout un jeune joueur, il peut peut-être commencer à douter et à se dire bah voilà, en plus il y a un nouveau coach qui est arrivé, donc il connaît pas forcément les plans du coach, même si le coach va lui dire, j'imagine qu'il a essayé de le rassurer, mais voilà, il avait un coach la saison dernière, Xavi, qui a eu confiance en lui, qui l'a empêché de partir pour le faire jouer. C'est devenu un joueur assez important de rotation, disons, la saison dernière, et après t'as tout un coach qui change, donc peut-être que t'as tes repères qui changent aussi, et tu peux commencer à douter. Si tu fais des mauvais matchs, tu te dis bah ce coach là qui vient d'arriver, peut-être qu'il va pas me faire confiance, j'en sais rien, tu vois, mais il peut y avoir beaucoup de choses qui passent par la tête d'un joueur, donc peut-être que le début de saison, voilà, c'est un peu tout ces trucs là, ces choses là qui font qu'il a pas réussi, et là il est en train de prendre la confiance, et regardez Fermin en confiance, c'est ça peut faire très mal, ça peut faire très très mal un Fermin Lopez en confiance. J'ai hâte de voir la suite, mais comme tu dis Souo, bah voilà, les remplaçants font des bonnes perfs, et du coup ça peut te permettre de faire plus de rotation sans avoir peur de trop déstabiliser ton équipe, quoi, ton 11 type. Ça c'est intéressant. Ensuite on a Ibu Dezo qui dit salut tonton, comment tu vas? Bah ça va très bien. Je voulais dire, on parle beaucoup des joueurs, mais merci Monsieur Flick. Oui, bah j'en ai parlé hier dans mon débrief. J'ai passé plus de temps à dire ça que vraiment débriefer le match, parce que bon, débriefer le match, j'ai l'impression que le match était trop facile, et justement cette impression là d'avoir un match trop facile, tout ça c'est grandement dû au coach, à Flick, je pense, et c'est ce que je disais dans mon débrief hier, que on a l'impression, nous déjà en tant que supporter, d'avoir la vie un petit peu plus facile, que les joueurs aussi ont la vie un peu plus facile. On sent que cette équipe dégage de la confiance, on sent que bah même nous chez les supporters, on peut se dire souvent on va voir juste avant un match, on va dire ouais, ce match là on est presque sûr de le gagner. Alors on n'a pas gagné tous nos matchs cette saison, c'est pas vrai, et puis on a eu une période novembre-décembre qui a été assez compliquée, mais dans l'ensemble, sur toute la saison, quand on regarde un peu cette saison, bah on a beaucoup plus de confiance, nous, chez les supporters, et moi je le vois, je donne mon ressenti, mais quand on joue un match, je me dis, je suis plus confiant, beaucoup plus confiant pour la victoire, tu vois. Je me dis, ouais, je pense qu'on va gagner, tu vois, je me le dis très souvent qu'on va gagner. Et la question, c'est même pas de savoir, limite, si on va gagner, c'est de savoir combien on va mettre de buts, parce que on a mis quand même énormément de buts cette saison, on est en train de, petit à petit, je pense qu'on va potentiellement battre des records, je pense qu'on va battre le record du nombre de buts sur une saison, de même l'époque Guardiola, où Guardiola avait une équipe de fous. Messi, des Iniesta, des Xavi, des mecs comme ça, et je pense qu'on va battre ces records là avec un mec comme Lewandowski. C'est un peu compliqué pour Lewandowski, il est pas à la meilleure période de sa carrière. On a un Lamine Yamal qui est pas à son prime non plus, qui est très jeune. On a un Rafinha, peut-être qu'on peut dire qu'il est à son prime, mais au milieu, voilà, on n'a pas des Xavi, Iniesta, même si Pedri est très très en forme cette saison, mais et je me dis que arriver à battre un record de nombre de buts avec cette équipe là, c'est une sacrée performance, sachant que ça j'en ai parlé dans le débrief hier, justement, c'est que cette équipe elle a pas trop changé, et que quand on voyait plus ou moins la même équipe, quasiment, c'était quasiment la même équipe la saison dernière, tu vois toutes les occasions qu'on manquait, on avait beaucoup moins d'efficacité, et pourtant c'était les mêmes joueurs, donc il y avait peut-être un problème de confiance, peut-être un problème de système d'animation qui faisait que les joueurs n'étaient pas aussi performants, j'en sais rien, il y a beaucoup de raisons à ça, mais avec quasiment la même équipe, on est la meilleure attaque d'Europe, quoi. On est l'équipe probablement, je pense, je sais pas exactement les stats de toutes les équipes, mais je pense qu'on est l'équipe qui marque le plus de buts en Europe. Et ça, Flick est totalement pour quelque chose. C'est lui, quoi, qui change tout en soi. Parce que les joueurs ont changé peut-être leur manière d'aborder le match, leur manière je sais pas, peut-être il y a un déclic de confiance, mais tout ce déclic-là, tous ces changements-là, tout ça vient quand même du coach, principalement. Parce que la seule chose vraiment qui a changé cette saison, c'est le staff. Le coach avec ses assistants, évidemment, toute son équipe, avec l'équipe aussi de préparateurs physiques. Ça aussi, il faut en parler. Il y a quand même, on va toucher du bois évidemment, mais il y a quand même beaucoup moins de blessés, des joueurs qui ont l'air un peu plus en forme physiquement. Donc on va dire le coach et son staff, en gros, c'est la grosse différence par rapport à la saison dernière. Et cette saison-là, elle est très différente de la saison dernière quand même. Rien qu'en termes offensifs, quoi. En termes de jeu. Ensuite, il y a Ousmane qui dit: que penses-tu de la concurrence dans notre ligne défensive? Elle est intéressante, la concurrence. C'est vrai qu'en début de saison, on avait zéro concurrence. Donc c'était un petit peu délicat. On avait Garcia en début de saison qui était remplaçant de Casado au poste de 6. Garcia qui est du coup redescendu en défense, remplaçant comme joueur
joueur de rotation. Et c'est intéressant aussi déjà en termes de profil de pouvoir avoir un joueur qui peut jouer que ce soit au milieu ou en défense. On sent que Garcia quand même il est assez à l'aise en défense. Il avait fait une bonne saison la saison dernière à Girone, donc il n'y a pas de raison que s'il est en confiance qu'il n'arrive pas à sortir des bons matchs avec le Barça, dans une meilleure équipe encore. Bref, ouais c'est intéressant parce que là il y a évidemment au début de saison, Garcia il avait joué au milieu parce qu'il n'y avait pas Frenkie, il n'y avait pas Gavi non plus, il y avait Bernal et il s'est blessé rapidement. Donc après on avait Casado, Pedri, même Fermin était à moitié blessé, on avait Olmo qui est arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de choix quoi, au milieu de terrain. Donc c'est pour ça que Garcia joue au milieu et là après bon bref il est redescendu en défense. Ça nous a permis d'avoir un joueur en plus dans la rotation parce qu'en début de saison c'est sûr qu'on avait Cubarsí, Nilo Martinez et Dominguez. Dominguez qui est à moitié redescendu avec la B, qui joue de temps en temps avec la B ou qui en tout cas qui joue plus un seul match avec la A. Inigo Martinez qui s'est blessé, qui est revenu. On avait Ronald aussi qui est revenu entre temps. Garcia donc qui repasse en défense. Donc on a une ligne défensive où il y a un peu plus de choix avec pas mal de joueurs de ballon qui sont Garcia, Cubarsí et même Inigo Martinez. On a Ronald aussi qui a un profil un petit peu différent. Est-ce que c'est un profil totalement adapté? Bref, c'est pas le débat. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir plus de choix en défense. Quoi, on n'a pas Christensen, ce qui est assez dommage. Christensen qui semble blessé, qui est revenu, qui s'est reblessé à l'entraînement. Ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'il va partir, je pense. On se dirige plus vers un départ de Christensen, je pense. Ensuite, on a Ryan qui dit en demi, sachant que c'est aller-retour, vaut mieux tomber contre la Real Sociedad. Oui, en soi, oui, à la qualité de l'adversaire, on va dire, logiquement, ça serait plus simple de tomber sur la Real Sociedad que contre l'Atlético Madrid ou le Real Madrid. Perso, moi ça m'arrangerait de jouer contre la Real Sociedad concrètement parce que c'est un match comme tu dis aller-retour, mais surtout un match aller-retour contre l'Atlético Madrid, franchement c'est pas bon. L'équipe moi que je veux éviter c'est l'Atlético Madrid, franchement. Maintenant en plus de ça, si le Real il joue contre l'Atlético Madrid en demi aller-retour, franchement c'est mieux parce que ça fera plus de matchs compliqués pour l'Atlético et le Real qui sont nos concurrents en Liga. Donc si on veut calculer un petit peu, ça serait mieux qu'on tombe sur la Real Sociedad. Comme ça, eux, ils se battent entre eux, ils perdent un petit peu de physique, ils se battent un petit peu entre eux, voilà, tu vois. Et pendant qu'ils se battent, nous, on se faufile, on va peut-être en finale de Coupe d'Espagne et on vient peut-être gratter des points aussi en Liga. Je sais pas, hein. Moi comme ça me paraît pas trop mal en vrai. Ensuite, il y a Théodore qui dit, doit-on garder tous nos milieux offensifs, Olmo, Fermin et Torre, surtout avec les rumeurs Wirtz et Musiala. Après les rumeurs, frérot, comment dire, ça me fait rire parce que les rumeurs Wirtz et Musiala c'est tellement lointain pour moi, j'y crois tellement zéro, donc j'aurais tendance à te dire oui, autant les garder. Après si on a vraiment l'occasion de faire Wirtz ou Musiala, parce que pas les deux en même temps, hein, ça me paraît impossible, et c'est sûr que si Wirtz ou Musiala viennent, un mec comme Fermin ça peut, parce que Olmo il peut toujours jouer en faux neuf, ça va. Fermin, je sais pas s'il peut jouer vraiment faux neuf. Après, il peut dépanner, il peut jouer un petit peu ailier gauche, tout ça. Mais c'est sûr que Torre, par exemple, qui a déjà pas de temps de jeu maintenant, là, s'il y a un mec comme Wirtz ou Musiala qui arrive, Torre, il joue plus une seule minute, je pense. Enfin, logiquement, voilà, c'est ça. Donc, Torre s'en irait, je pense. Après, Olmo, à voir, il vient d'arriver, il est catalan, ça m'étonnerait qu'il parte comme ça, tu vois. On va pas l'acheter, sachant qu'en plus, il apporte. Maintenant, c'est vrai qu'Olmo, il se blesse très souvent. C'est pas un joueur sur qui tu peux compter toute une saison. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être que ça changera avec le temps, peut-être que le staff va réussir à physiquement lui faire une prépa pour qu'il arrête de se blesser, mais bon ça me paraît un peu improbable. Si un joueur il a tendance à se blesser toute sa carrière, il va pas s'arrêter d'un coup comme ça. Ça n'est pas arrivé par exemple avec Thiago Alcantara qui a continué à se blesser même avec le staff de Flick. Thiago Alcantara qui est un joueur qui se blessait très souvent, c'est comme ça, et des fois il y a des joueurs qui sont comme ça quoi. Wirtz après, à voir, hein. Wirtz, je sais pas, mais comme je te dis, moi les rumeurs mercato comme ça, j'y crois tellement zéro à l'heure actuelle que je pose même pas vraiment la question. Mais si ça devait arriver, oui, il y a des joueurs qui partiraient, et en priorité, Pablo Torre. Ensuite, il y a Sharon Crossboy qui dit, mis à part l'adversaire, ça joue plus vite sans Robert et Ronald, non? Oui, totalement. C'est ce que j'ai dit en intro de vidéo, je crois. On parlait de la vitesse du jeu sans Lewandowski principalement, mais évidemment même sans Ronald, avec la vitesse de passe, on va dire, la vitesse dans le jeu que met Eric Garcia. Ronald le fait pas. C'est vrai qu'il met beaucoup de temps à se décider à faire une passe, donc ça ralentit un peu le jeu et ça se referme. On en avait déjà parlé dans d'autres analyses. Et oui, avec le jeu de Lewandowski qui vient demander le ballon, mais qui a tendance à ralentir un peu
peu le jeu. Avoir un Ferran Torres à sa place, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'appels dans la profondeur, qui se déplace, qui essaie de jouer rapidement en une touche, tout ça. Oui, notre jeu est beaucoup plus rapide et beaucoup plus vertical. Et cette image-là, ce Barça-là d'hier contre Valence, c'est un Barça qui ressemble un peu plus à son coach que quand il y a Ronald ou quand il y a Lewandowski. Quand il y a Ronald et Lewandowski sur le terrain, évidemment, c'est des joueurs qui te ralentissent un peu le jeu, donc tu as moins ce jeu vertical, moins ce jeu direct, moins cette vitesse comme ça dans le jeu, et ça ressemble un peu moins au coach. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est mon avis, mais que quand on joue comme ça, comme on a joué hier, bah c'est vraiment ça le jeu de Flick. Peu importe qu'on marque 5, 8 ou 2 buts, mais je parle juste purement de la vitesse de jeu, quoi. Les passes rapides, les appels dans tous les sens, les jeux en une touche, les appels, enfin, bref, ça bouge partout, c'est très rapide. Et j'ai l'impression que ça représente vraiment le jeu que veut mettre en place Flick. Dernière question. On va prendre la question de Lamine qui dit « Tu penses pas qu'on devrait mettre Ferran Torres dans les matchs importants à la place de Lewandowski ?» C'est une très bonne question et une question qui peut faire débat, mais qui peut se discuter aussi. Et c'est une très belle question pour finir la vidéo. Je sais pas s'il y aura tout le monde encore devant cette vidéo quand je répondrai à cette question, mais bon bref, c'est pas grave. Pour ceux qui sont là, c'est vrai que c'est une question qui peut faire débat parce que actuellement, vu la forme de Ferran Torres, bon après, faut éviter d'être trop dans la culture de l'instant. Ferran Torres vient de claquer un triplé, donc on peut se dire waouh, vas-y, faut qu'il soit titulaire. Mais sans rentrer là-dedans, purement, comme je le dis juste avant, dans le jeu. Quand on regarde juste ce qu'apportent l'un et l'autre dans le jeu du Barça, collectivement, tout ça, vitesse de tout le jeu, tout ça, pas juste individuellement, le joueur, il va mettre un triplé, c'est bien. Mais la vitesse du jeu global de l'équipe avec ce joueur-là en attaque, bah on voit que ça joue plus vite. Maintenant, c'est compliqué, c'est sûr que j'imagine que dans la tête des supporters, c'est un peu compliqué de passer à se dire Ferran Torres, on doit absolument le vendre, il doit pas mettre un pied sur le terrain, à d'un coup dire Ferran Torres titulaire dans cette équipe à la place de Lewandowski. Mais personnellement, s'il faut avoir un avis tranché là-dessus, à l'heure actuelle, avec la forme des deux joueurs, je dirais que Ferran Torres, ben ça serait pas une honte s'il passait devant Lewandowski. Après, si Lewandowski se réveille un petit peu, simplifie son jeu et continue à marquer des buts, ou en tout cas se met à remettre des buts comme il faisait en début de saison, là ça peut changer les choses. Mais à l'heure actuelle, vraiment, Lewandowski, moi je trouve que c'est trop un boulet pour l'équipe. Ferran Torres montre que tu peux avoir peut-être moins de talent qu'un joueur, mais du moment où tes qualités apportent plus collectivement à l'équipe, il peut y avoir débat, est-ce qu'il doit être titulaire ou pas, quoi. Moi j'aurais une petite préférence pour Ferran Torres à l'instant T. Voilà, pour répondre à ta question. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Séville, Séville-Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, une excellente soirée, à demain.